Bienvenue dans Akinia Talks, un espace de dialogue avec des investisseurs, des entrepreneurs et des bâtisseurs d'écosystèmes pour décrypter les enjeux, les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir du capital privé en Afrique. À chaque épisode, nous allons au-delà des chiffres pour comprendre comment les fonds se lèvent, comment les deals se structurent, mais aussi comment les entrepreneurs financent leur croissance et bâtissent des projets durables. Ces conversations offrent des repères concrets à tous ceux qui veulent saisir les dynamiques réelles des marchés privés africains. Bienvenue dans Akinia Talks et bonne écoute. Donc, merci Hassan de venir dans ce podcast Akinia Talks. Voilà, juste pour rappeler, du coup, Akinia, en fait, c'est une plateforme qu'on développe maintenant depuis fin 2024 et qui permet, donc on souhaite développer les marchés privés africains en proposant notamment des détails sur les entreprises, les transactions, les fonds d'investissement notamment, à travers une plateforme qu'on est en train de développer. Et en parallèle, on commence du coup une série d'interviews avec des professionnels du capital privé africain qui s'appelle Akinia Talks. Donc voilà, pour te présenter, t'es le deuxième invité à nous parler. Et pour commencer cette interview, je te propose de te présenter du coup, présenter ton parcours et Majorel Capital. Ouais, parfait. Bah, écoute, d'abord, merci beaucoup d'avoir pensé à nous et de nous donner l'opportunité de présenter Marginal Capital, ce qu'on fait et ce qu'on a comme ambition de faire. Donc, nous, on est honoré de faire partie que tu considères ça comme Marginal Capital, comme faisant partie de l'écosystème panafricain financier. Donc, hyper brièvement, moi, je m'appelle Hassan Fassifiri, je suis un des cofondateurs de Majorel Capital, qui est une banque d'investissement qui est basée à Casablanca et qui a une petite antenne à Dubaï pour couvrir tout ce qui est Afrique du Sud, Afrique de l'Est et Moyen-Orient. On a une partenaire qui est basée là-bas. Donc, j'ai travaillé historiquement à Paris en banque d'affaires. Je suis passé dans des maisons comme Ardian, Rothschild, Diffie Advisory. Je suis passé ensuite, j'ai fait un court passage dans une banque d'affaires à Casablanca et je suis diplômé de l'EM Lyon et de HEC Montréal. Et en 2019, on a fédéré des banquiers slash amis pour s'émanciper professionnellement et de pouvoir lancer Majorel Capital. D'accord, super. Et du coup, oui, donc tu avais la double un peu exposition entre la banque d'affaires au Maroc et en France. Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que tu vois aussi comme différence? Et comment ça te sert aujourd'hui chez Majorel Capital? Écoute, aujourd'hui, le Maroc jouit d'une dynamique qui est assez extraordinaire. Et en tant que Marocain, ça fait vraiment plaisir de vivre cette dynamique avec beaucoup d'échéances et une vision qui est assez ambitieuse, tant sur les aspects énergétiques, infrastructures, ce que j'appelle le software aussi humain, santé, éducation. Et donc, de facto, en tant que banque d'investissement, nous, on est un peu le goulot d'étranglement, si tu veux, entre qui dispose de capitaux, qui a besoin de capitaux, et notre rôle est un peu de pouvoir allouer intelligemment et coordonner et orchestrer cette mise, si tu veux, en musique. Euh, entre, je pense que mon expérience à Paris m'a énormément outillé a cultivé ma curiosité et m'a permis aussi d'alimenter ma rigueur, tu vois, de travail. Et ce qui a été un élément clé, je pense, et différenciant en rentrant au Maroc, où je rentrais en fait dans une phase euh, où le capital investissement était en plein développement. D'accord. Et je suis passé dans des banques d'affaires où le private equity était un axe de développement et un positionnement. Et donc, en fait, Majorel Capital a très vite pris une position et ça m'a beaucoup servi de comment servir ces fonds de capital investissement en proactivement euh, partager des opportunités, travailler sur les sorties. Et donc, de facto, on a positionné Majorel comme un interlocuteur crédible. Et ça a été une très grande différence. Ensuite, ouais, effectivement, si tu veux, dans la qualité des livrables, dans la disponibilité, bon, c'est quelque chose qui était déjà disponible au Maroc, mais je pense que c'est
cette proactivité qui a fait une différence que je voyais plus en Europe et moins chez les banques d'affaires ici. Ok, non, non, je comprends. Et j'imagine que c'est un peu lié aussi aux dynamiques locales, le fait de vraiment, voilà, s'ouvrir aux personnes, aller vers les personnes, être proactif, discuter, etc., etc. C'est quelque chose, je pense, qui est aussi lié au continent et quelque chose que tu as, je pense, pu développer grâce à, enfin, de par ton expérience chez Majorel et à Casa. Ouais, absolument. En fait, moi, notre conviction, en tout cas chez Majorel, c'est que autant historiquement, je pouvais comprendre que les banques d'affaires tiers 1 pouvaient couvrir le continent africain de Paris ou de Londres et en faire de façon opportuniste une verticale. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ces pays qui ont des dynamiques locales, qui montent en puissance, qui ont des entrepreneurs ou des chefs ou des capitaines d'industrie locaux, soient couverts de Paris ou de Londres, enfin des grandes capitales européennes. Aujourd'hui, je pense que ça nécessite un coverage local pour comprendre les dynamiques locales et pouvoir accompagner au mieux ces entrepreneurs et ces chefs d'industrie qui sont issus euh, d'industries locales. Et donc, nous, on pense qu'on est aujourd'hui, en toute humilité, un peu plus incisif, on a une meilleure lecture et on peut être beaucoup plus efficace que dans des structurations et des situations complexes. Ok, et j'imagine aussi, parce que voilà, j'ai vu aussi que vous êtes quand même positionné sur pas mal de cœurs de métier, que ce soit le debt advisory, l'ECM, marché de capitaux, et plutôt les transactions M&A assez classiques. J'imagine que, on va dire, cette empreinte géographique, ça vous permet aussi d'avoir cette quand même une flexibilité de par à la fois les transactions que vous traitez, mais aussi vos clients, euh, chose on va dire, les gros cabinets au Big Four, etc., n'auront pas Ouais. forcément. Écoute, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous, on est complètement agnostique, c'est-à-dire que tant en termes sur la complexité de la situation, du service que l'on peut offrir, ou en termes de géographie. L'idée pour nous, c'est juste d'être une sorte de one-stop shop firm qui permet de répondre à toutes les problématiques dans n'importe quelle géographie africaine. Aujourd'hui, on voit des fonds qui étaient aujourd'hui historiquement locaux, qui sont passés à une vision géographique régionale et qui aujourd'hui sont panafricains. Et donc, de facto, moi, en tant que major capital, je me dois d'être pertinent pour eux à Casa, comme à Dakar ou à Abidjan. Ou de l'autre côté de l'Afrique. Et d'ailleurs, ça a été un des rationnels de pouvoir avoir Zahera Sourti aussi à notre côté, qui est basée à Dubaï, qui est sud-africaine d'ailleurs. C'est qu'elle nous permet d'avoir un full coverage géographique et d'être pertinent sur des géographies bien spécifiques, même si le capital humain n'est pas forcément aussi déployé là. Ok. Et j'avais une question aussi que tu as posée. Donc, oui, tu as parlé notamment de cette empreinte géographique que vous avez, bon, j'imagine, en Afrique du Nord, également en Afrique de l'Ouest, où on parle beaucoup français, Ouais. également à Dubaï, au Moyen-Orient. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence aussi culturelle, peut-être aussi dans la façon de travailler entre ces régions d'Afrique francophone et peut-être aussi des régions d'Afrique anglophone, notamment je pense à des pays comme le Kenya, l'Éthiopie ou même l'Afrique du Sud. Ouais. Je pense que la différence, elle est dans la façon de faire des affaires. Il y a certains codes qui sont différents, des logiciels qui sont différents, des pratiques d'ailleurs locales qui sont différentes. Et donc, ça fait que euh, le fait de pouvoir porter plusieurs casquettes, d'être donc de facto plus conciliant dans le cadre de transactions sont des éléments clés et donc sont importants dans le cadre de n'importe quelle transaction. Euh, donc oui, les façons de faire sont différentes, culturellement c'est différent, la langue est différente, Bien sûr. l'histoire est différente et donc c'est là où je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée et une proposition de valeur qui est différenciante, c'est qu'on a cette capacité à pouvoir s'adapter et de porter plusieurs casquettes dans le cadre de transactions notamment cross-border qui nécessitent
si tu veux, de soft skills très importants. Ok, non, c'est vrai, ouais, c'est vraiment ça, c'est pouvoir s'adapter aussi à, j'imagine, à plusieurs contextes géographiques, à plusieurs contextes aussi. Bon, j'imagine que les dynamiques aussi politiques, sociales sont assez différentes en fonction des régions. Donc, je Ouais. pense que c'est quelque chose d'important de pouvoir aussi s'adapter à tout ça. Mmh. Et je pense qu'il y a un élément qui est hyper important de ce que tu viens de dire. Heu, bon, sur les 3 dernières années, je pense que tu as dû le voir, l'Afrique a quand même subi quelques, tu vois, turbulences géopolitiques. On a quand même eu un coup d'État au Gabon, au Burkina Faso, au Mali, et cetera. Il y a eu des élections, l'année dernière au Sénégal. On a des élections l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Heu Je pense que même cette appréciation, alors c'est des transitions qui se sont faites parfaitement. Le doing business a continué. Les investisseurs n'ont pas forcément, pour ceux qui ont historiquement toujours travaillé en Afrique, ont continué à investir. Et donc ça a été des turbulences. C'est pour ça que j'ai parlé de turbulences et pas d'arrêt. Sont des éléments hyper importants. Et en fait, ce que je veux dire là, c'est que cette appréciation du risque, euh, par des investisseurs étrangers qui investissent en Afrique, heu et 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 je trouve erronée. Et donc c'est pour ça que je suis, par exemple, cette transition bancaire sur pas mal d'actifs où la Société Générale a cédé à des opérateurs qui sont en train de consolider locaux. Moi, je trouve que c'est une super initiative. L'appréciation du risque est meilleure, on a une meilleure lecture, on a une meilleure compréhension des problématiques, on a une vision qui est adaptée à la phase de développement de chaque pays. Et donc de ma part, en tout cas de notre point de vue, on pense que ça va libérer en tout cas pas mal de capital, heu pour accompagner ce développement économique. Et donc c'est une bonne chose parce que tu parlais de de culture, de développement, et cetera. Mais on pense que c'est, ouais, c'est une bonne chose. Ok. Non, mais on l'a vu aussi, ouais, tu parlais de la Société Générale, mais on l'a vu aussi avec pas mal de Big Four qui sont retirés aussi des marchés en Afrique francophone. Et je pense que ça laisse aussi de la place à pas mal d'acteurs locaux pour voilà, prendre ses parts de marché et je pense continuer le développement de ces zones-là. Ouais, ah non, absolument, je suis en ligne. Mm. Du coup, et si on revient du coup sur un peu ce Majorel Capital aujourd'hui, quels sont un peu la typologie de clients que vous accompagnez? Donc, tu as parlé tout à l'heure de, ouais, bah, vous êtes vraiment agnostique en termes de secteur et de transactions, de type de transactions. Donc, quelles sont aujourd'hui la typologie de clients que vous accompagnez? Et écoute, nous, même en termes, si tu veux, en termes de typologie de clients, on est agnostique. Le conseil, et la banque d'investissement, est un petit marché. Et donc de facto, on a aussi appris à s'adapter à pouvoir courir dans l'objectif de pouvoir couvrir un maximum, si tu veux, de typologie de clients. Mais nos clients sont principalement des groupes, des groupes locaux, des groupes internationaux, des fonds d'investissement, des sociétés étatiques, et quelle que soit leur phase de développement. Nous, si tu veux, on a deux drivers. Ok. C'est un, comment on peut aider nos clients à devenir le champion de son industrie. Et dans une industrie donnée où notre client serait déjà champion, comment on peut continuer à créer de la valeur et D'accord. comment développer le business dans d'autres géographies, créer de nouveaux, si tu veux, gisements de valeur pour ce client. Euh, Mm. donc ouais, globalement, c'est un peu ça l'état d'esprit, si tu veux, de Majorel. Ok. Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que attendent aujourd'hui voilà, des entreprises PME africaines qu'un conseil financier comme nous? Est-ce qu'ils sont aussi, c'est une question que j'avais un peu, mais acculturés à des cultures de conseil, des personnes qui viennent les aider à structurer leur boîte, à créer de la valeur, peut-être aussi dans certaines situations un peu plus délicates de restructuration, levée de dette. Voilà, comment tu approches tes clients et quelle est un peu leur réaction vis-à-vis de ça? Écoute, je reviens à ce que je t'avais dit, tu sais, au tout début. C'est la proactivité. C'est souffler des idées constamment, constamment, constamment. Certaines sont prises,
au sérieux, certaines sont jugées pas pertinentes, mais en tout cas, c'est cette itération avec nos clients qui fait que des situations se débloquent. Un deal, c'est un momentum, et pour provoquer un momentum, il faut provoquer des idées, et donc c'est cette proactivité qui est un peu la genèse, tu veux, de Majorel. Euh, et donc, effectivement, certains de nos clients euh, sont, euh, n'ont pas l'habitude de recruter des conseils, mais quand on provoque avec des idées intelligentes, là, on arrive à attirer leur curiosité et avoir leur oreille. Et c'est comme ça qu'on se positionne, nous, auprès de nos clients. Et généralement, on s'inscrit dans la durée. Et c'est pour ça que je parlais d'itération. C'est un processus qui est itératif pour gagner en crédibilité. D'accord. Donc oui, j'imagine que même au-delà de, on va dire, du conseil que vous avez donné de la transaction qui va durer peut-être quelques mois, il y a aussi tout un processus, on va dire, d'éducation, parler avec les clients, leur expliquer aussi pourquoi vous venez les voir, etc. Comment vous pouvez les aider, qui est aussi vraiment important. Ouais, absolument. Non, mais tu sais, moi, j'aime bien. Il y a un triptyque que j'aime bien qui est, et d'ailleurs que je partage avec tous les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont dans une phase de développement ou de frustration. Je pense que la seule manière de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, c'est la constance, la rigueur et la résilience. Et sans résilience, il n'y a pas de succès. Parce que c'est des hauts et des bas. Et nous, on aime dire qu'on est là dans le temps. On ne cherche pas forcément à faire un deal pour faire un deal. On est là vraiment pour accompagner l'entrepreneur et son groupe dans toutes ces phases de développement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime souffler même des idées, même qu'elles soient greenfield, elles ne sont pas forcément transactionnelles. Mais si elles sont un gisement de création de valeur pour lui et ça va amener ou débloquer des situations synergétiques pour l'ensemble du groupe, nous, on est ravis de le faire. D'accord. Bah, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes réponses. J'aimerais rapidement, voilà, revenir sur un deal que vous avez conseillé. C'était la vente des Ramédic à Dislog. Donc, voilà, je voulais savoir un peu dans les grandes lignes, comment est-ce que vous avez eu le mandat, comment euh, s'est déroulée la transaction et aussi qu'est-ce que ça a induit, voilà, voilà, j'ai vu qu'il y a aussi pas mal de consolidation, t'en parlais tout à l'heure dans le secteur industriel marocain. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Écoute, alors le mandat, on l'a obtenu, en fait, c'était un beauty contest. Donc le fonds d'investissement nous a fait pitcher. Et donc l'idée, c'était de Ok. pouvoir montrer notre crédibilité, notre track record et notre connaissance du secteur. Donc on est assez satisfait parce que notre client nous a fait confiance. C'était un processus classique, c'est-à-dire dans la démarche. Ok. Donc c'était un processus compétitif où on a contacté l'ensemble des parties qui étaient soit pertinentes, soit qui pouvaient faire du sens dans leur phase de développement ou de consolidation. Et donc voilà. Donc on a contacté des opérateurs stratégiques, des fonds d'investissement locaux ou étrangers qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par l'opportunité. Ok, ok, super. Et du coup, voilà, si on prend un peu une transaction un peu plus classique, de façon plus classique, aujourd'hui, voilà, comment toi, en tant que conseiller financier, tu gères aussi ta transaction et les relations entre les potentiels fonds d'investissement ou potentiels bailleurs, les conseils juridiques également, également les financeurs, comment ça se passe et comment tu coordonnes un peu tout ça? Écoute, nous, on travaille dans l'intérêt de notre client. Et donc, une transaction, c'est plusieurs paramètres. Euh, En l'occurrence, le fonds était dans une phase de sortie. Et donc, pour nous, il y avait deux paramètres pour notre client. C'était le prix et la probabilité d'exécution du deal de bout en bout. Ok. Et donc, voilà, c'est la conjugaison de ces éléments. On a reçu plusieurs offres, toutes hyper pertinentes. Et donc, voilà, le client a fait un arbitrage et a jugé d'avancer avec Islog. Ok, ok, super. Et oui, toujours concernant les villes, est-ce que toi aussi tu vois aujourd'hui un peu une professionnalisation du marché en termes de transactions?
On sait qu'il y a le développement notamment en Afrique des VDD qui viennent aussi en Europe, aussi tout ce qui va être norme ESG qui arrive également de plus en plus. On voit aussi au-delà des financements bancaires assez classiques, des fonds de dette qui peuvent être aussi impliqués dans ce genre de transactions. Donc voilà, en vrai, une professionnalisation de ce marché-là. Qu'est-ce que tu en penses et comment aussi ça aide la structuration et le développement des transactions? Écoute, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, effectivement, le marché est en train de se professionnaliser. Le nombre de mandats augmente, le nombre de transactions augmente, le nombre de les capitaux disponibles augmentent. Et cette professionnalisation permet d'accélérer les transactions. Euh, Effectivement, la mise en place d'une VDD financière, d'une VDD juridique, d'un accompagnement ESG sont des ingrédients qui permettent de donner de la crédibilité et du confort à tout investisseur. Et donc, nous, en tant que conseil, on est les premiers ambassadeurs de ces livrables parce que ça permet d'encadrer la discussion, ça permet de donner des agrégats de référence, ça permet de donner du confort, que le capital sera bien alloué et que le rendement sera porté par de bons entrepreneurs. Tous ces éléments et tous ces ingrédients font que ça permet de créer de la valeur at the end of the day. En tout cas, nous, on est les premiers à solliciter nos confrères pour ce genre de livrable. D'accord. Oui, tu as parlé de quelque chose qui est important, ce que j'aimerais bien revenir, c'est agrégat de référence. Donc voilà, quand je parle d'agrégat de référence, j'entends bien sûr les multiples de valorisation, mais j'entends également aussi données financières un peu plus générales de chiffre d'affaires, euh, recherche également d'entreprises comparables sur des transactions, recherche de bailleurs, donc avoir des potentielles listes d'investisseurs. Donc, tu parlais tout à l'heure que c'était quand même un processus compétitif. J'imagine que vous avez balayé quand même un large spectre d'acquéreurs potentiels lors de cette transaction avant d'en choisir un. Donc, selon toi, quels sont un peu les principaux défis liés à la disponibilité et à la qualité de la donnée financière en Afrique? Écoute, elle est à deux vitesses. C'est vrai que tout ce qui est, tout le segment des PME et des TPE sont des informations, enfin, on a du mal à recueillir de l'information de qualité, à recouper. Euh, et, euh, et les grands groupes, généralement, il y a beaucoup d'analytiques, c'est riche en informations, etc. Euh, une banque conseil, comme la nôtre en tout cas, avant toute sortie sur un marché, pour nous présenter une opportunité ou marketer une opportunité, on s'assure que la qualité de l'information est au niveau de celle d'un grand groupe. Et D'accord. donc, c'est très souvent quand on travaille sur une entreprise, euh, en fait, que déjà un exercice in itself avant d'aller sur le marché, parce qu'elle se rend compte que en fait, les KPIs doivent être mieux suivi, qu'il y a un autre KPI qui n'a pas été suivi. On en ressort toujours avec beaucoup d'intelligence. Alors on travaille dur, on souffre, mais ensuite on est sur une autoroute et ça permet de faciliter la fluidité du processus. D'accord. Et oui, tout à l'heure, tu as parlé du coup un peu de KPIs d'un grand groupe, structuration de l'information. Aujourd'hui, ces grands groupes-là, qu'est-ce qu'ils font qui sont, on va dire, mieux structurés que les autres? Est-ce que c'est des outils digitaux qu'ils utilisent? Est-ce que, on va dire, ils ont une meilleure rigueur dans le suivi du reporting et des informations financières? Quelle est un peu la différence et les deux vitesses dont tu parlais entre ces deux types d'entreprises? Ouais. Bah, écoute, il y a deux aspects. Je pense que le numéro un, c'est la gouvernance. La D'accord. gouvernance fait que la présence d'organes de gouvernance fait qu'il est nécessaire d'expliquer les performances, de pouvoir les discuter et de pouvoir orienter les bonnes décisions dans le futur. Deuxième aspect, je pense que c'est l'IT. Je pense que c'est primordial aujourd'hui, c'est d'être au fait de derniers outils qui permettent de faciliter encore une fois la prise de décision et la lecture du business. Et en fait, c'est là où on passe d'une PME à un groupe institutionnalisé. Et Ok. cette institutionnalisation,
est primordiale parce qu'elle permet, encore une fois, on revient au confort des investisseurs, à la liquidité, sont des éléments, font partie de ces ingrédients dont je te parle. Ok. Mais bon, globalement, c'est une tendance aujourd'hui. Autant la gouvernance, ce sont des chantiers en cours de développement. Généralement, même les PME sont très bien outillés sur les aspects d'IT. D'accord. Et du coup, selon toi, voilà, une initiative comme Aquinia, donc Aquinia, c'est aussi un problème qu'on essaye de résoudre, d'apporter cette fiabilité sur les marchés avec des chiffres vraiment tangibles, sourcés, euh, apporter également de la clarté, à la fois pour les investisseurs, mais également pour les entreprises. Comment, sans toi, ça pourrait fluidifier la préparation et l'exécution des deals? Non, moi, je pense que c'est primordial. C'est-à-dire que euh, on parlait d'appréciation du risque local. Sans information fiable, il est impossible de quantifier un risque. Et, euh, euh, et tu connais la corrélation entre une information de qualité, une décision qui a été prise basée sur des chiffres quantifiés, et donc un risque qui est quantifié. Et donc la conjugaison de tout ça et le travail que vous voulez mener est, si tu veux, la colonne vertébrale d'un 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 d'une vision économique pour pouvoir marketer n'importe quelle économie. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de pouvoir apprécier un marché et de savoir quelle est la taille de ce marché, de pouvoir stabiliser des marges, des EBITDA, de la dette, de la top line, de l'analytique, etc., ce que vous voulez faire, sont pour moi des must-have. C'est pas des nice-to-have, c'est des must-have pour promouvoir une économie, promouvoir des secteurs et donc de facto attirer des capitaux et des investisseurs. Euh, donc non, moi, c'est pour ça que j'étais très enthousiaste le jour où tu m'as contacté, que tu m'as expliqué ton projet. Si on peut vous aider à agréger de la data, on sera ravi de le faire. Ok, non, mais merci beaucoup pour ça. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié lors de notre premier échange, Hassan. Et voilà, si tu avais peut-être un conseil à nous donner, qu'est-ce que toi t'attends, on va dire, en plus d'une base de données comme celle qu'on essaye de créer, que ce soit, voilà, multiples financiers, multiples boursiers peut-être, mapping d'investisseurs, mapping d'entreprise, qu'est-ce que toi t'attendrais et qui ferait que ça serait, comme tu as dit, un must-have plutôt qu'un nice-have? Ce qui serait intéressant, je pense que c'est aussi faire des zooms sectoriels. Ok. Euh, voilà, à titre d'exemple, d'ailleurs, on peut suivre juste le track record de Majorel Capital. Les transactions qui ont été réalisées sur les 3 dernières années sont dans le K-12, dans l'éducation, l'agriculture et la santé. Et en fait, ça en dit très long. C'est que, tu sais, on est, comme je t'ai dit, complètement agnostique. Donc, on suit des tendances de marché. Bien Et le sûr. fait qu'on travaille dans l'éducation, l'agriculture et la santé veut dire que c'est 3 secteurs qui ont aujourd'hui des fondamentaux qui arrivent à attirer des investisseurs institutionnels. Le fait que vous puissiez aussi, au-delà de, tu vois, cruncher de la data, la rendre intelligible, etc. Je pense que faire des zooms sectoriels sur des fondamentaux de marché peut être hyper intéressant parce que ça permet euh, de facto de pouvoir attirer des investisseurs et ensuite lui plugger comme une clé USB, si tu veux, de la data Bien sûr. chiffrée. Ok. Mais tu vois, expliquer les fondamentaux de marché, une classe moyenne émergente, des politiques publiques en cours, une fiscalité attrayante dans un secteur donné, etc., euh, peut être vraiment intéressant. Peut être intéressant et game changer. En tout cas, je serais consommateur. Ok, non, non, c'est bien noté. Et je pense que, voilà, comme tu as dit, au-delà peut-être d'avoir des chiffres agrégés un peu de façon micro, faire ressortir des grands agrégats un peu macro, des dynamiques sectorielles, géographiques, peut-être fiscales, comme tu as dit, ça serait vraiment intéressant. Et je pense que ouais, c'est quelque chose qu'on pourrait faire un peu, voilà, dans les grandes lignes, pouvoir voilà, sortir des indicateurs sur certaines dynamiques locales et régionales. Ouais, non, mais ce serait excellent. Ok. Du coup, si on passe un peu à notre thème qu'on souhaitait aborder, qui est un peu le private equity et le capital investissement en Afrique. Aujourd'hui, quelles sont un peu les grandes dynamiques de façon globale euh,
Bon, peut-être en Afrique francophone, sur ces sujets de capital investissement. Ce que nous, on voit en tout cas, c'est que, heu, les tendances, hein, sont nombreuses. C'est-à-dire, sur le private equity, aujourd'hui, on voit de plus en plus de sociétés de gestion qui ont émergé, avec des tailles de fonds, assez importantes, qui permettent de couvrir de la PME jusqu'aux grands groupes institutionnels, qui souhaiteraient, en tout cas travailler sur une transaction. Hem Ce qui est aussi intéressant, au-delà du nombre de sociétés de gestion qui ont émergé, c'est également les stratégies différenciantes. Donc, aujourd'hui, on a un interlocuteur pour chaque situation. Un acteur majoritaire, un acteur minoritaire, une augmentation de capital, un cash out, un désengagement, un carve out. On a des interlocuteurs pertinents qui ont le track record et le savoir-faire. Hem, on voit aussi ces sociétés de gestion qui étaient historiquement locales, à avoir des positions aujourd'hui régionales. Heu et donc heu c'est intéressant. Maintenant, je pense qu'un de mes plus grandes frustrations, c'est que je vois encore les DFI prépondérant, dans la base d'investisseurs de tous ces fonds. J'aurais beaucoup aimé que de voir des, heu, des capitaines d'industrie, des conglomérats locaux, en tout cas des investisseurs locaux roll-over, des capitaux dans ces fonds, un peu Africa for Africa, et ça serait, je pense, toujours dans cette appréciation du risque, je suis sûr qu'il y aurait quelque chose de vertueux qui en sortirait. Et mais donc voilà, et par rapport au secteur tendanciel, je dirais que c'est toujours, c'est une tendance de fond, hein. C'est ceux que je viens de te citer aussi qui sont propres au Maroc et qui sont propres également à la région. La santé, l'éducation, l'agro-industrie restent, et les services financiers. Là, je pense les 4 secteurs, privilégiés des fonds. OK, non, non, c'est un peu ce que nous on remarque, dans notre base de données et je pense que tu l'as aussi remarqué, c'est la prépondérance des DFIs aujourd'hui, contrairement à d'autres acteurs locaux qui seraient aussi intéressants pour financer ces fonds-là. Donc voilà, nous aussi, on fait un peu un mapping de LPs, heu, Ouais. en parallèle de notre mapping de sociétés de gestion et c'est aussi ce qu'on remarque, sur, voilà, des grosses sociétés de gestion ici en Europe ou même aux États-Unis. Et pour toi, à quoi c'est dû? Pourquoi aujourd'hui il y a un peu une réticence de ces acteurs locaux, de financer des sociétés de gestion et des patrons investisseurs? Je pense pas que c'est une réticence. Je pense juste que c'est, une nouvelle classe d'actifs. D'accord. Je pense que ça mériterait juste de passer plus de temps, à, éduquer, proposer, cette classe d'actifs comme étant une opportunité d'investissement, aux caisses d'assurance, aux assurances, aux banques, et Bien cetera. sûr. Et je pense qu'après, si on va à l'international, mis à part si on sort des DFI, je pense que c'est cette appréciation du risque. Encore une fois, on revient Ouais. au risque inhérent ou en tout cas perçu. Je pense que c'est ça qui est la grande différence, c'est le risque perçu versus le risque réel, qui font que, l'attractivité des sociétés et des fonds, n'est pas encore optimale. D'accord et OK, non, non, je comprends tout à fait ce que tu Mais c'est-à-dire qu'en termes de performance, aujourd'hui, on voit les performances des fonds aussi qui sont en train de, vraiment de bien performer. À titre d'exemple, on peut prendre MCP, sur Agdital, qui est une superbe histoire. On peut prendre, l'histoire, ben, toujours MCP avec TGCC, ou Amétis avec Vicen. Sont des superbes histoires avec de super multiple, performance et de super TRI. Donc c'est juste, je pense, beaucoup d'éducation à faire, mais qui prend beaucoup de bande passante, et d'améliorer ce risque perçu de notre continent. OK, non, non, ouais, on revient à ce que tu disais, du coup, oui, c'est vraiment, voilà, une appréciation du risque et aussi une éducation, je pense, à faire au niveau du marché. Donc, ouais, tu parlais aussi de TRI, d'appréciation des multiples, on va dire, d'investissement. Du coup, pour toi, quels sont aujourd'hui les principaux leviers de création de valeur pour une société de gestion et du coup pour une entreprise?
Il y a aucun Et entre ouais. ta Non, écoute, il y en a plusieurs. Je pense que il y en bon, je pense que enfin, tu les connais, hein. Il y en a qui sont d'ordre financier, il y en a qui sont, extra-financiers. Je pense que, ce qui impacte le TRI en dur, c'est la top line, la marge d'EBITDA, la capacité de pouvoir leverager une transaction. Et là, moi, je suis assez satisfait parce que je vois les banques aujourd'hui avoir de l'appétit pour, pour du LBO et de financer des acquisitions. Et donc, il va y avoir un effet vertueux, je pense, aussi pour les fonds et donc dans l'attractivité de ces fonds. Et ensuite, il y a effectivement tous ces aspects extra-financiers que tu as mentionnés tout à l'heure, tous les aspects de gouvernance, les aspects de ESG, et qui font que c'est un peu la conjugaison de tous ces éléments qui sont pour moi des leviers de création de valeur, d'attractivité et donc de liquidité. D'accord. Ok, non, non, c'est clair. Et ouais, tu mentionnais aussi l'utilisation, on va dire, de plus en plus prépondérante du LBO, qui aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose qui est très, très courant en Europe et aux États-Unis notamment, et qui arrive de plus en plus en Afrique, notamment avec des fonds de dette privée qui aujourd'hui peuvent financer ce type de transactions. Voilà, quelle est selon toi la différence pour une entreprise entre un fonds de dette assez classique et une banque pour financer des transactions, surtout voilà, dans un contexte un peu africain? Ouais. Écoute, c'est une très bonne question. C'est une question de package. Et, et, euh, et surtout de secteur. Je te donne un exemple. Euh, financer, et ça dépend aussi des géographies. Euh, Aujourd'hui, les banques marocaines, par exemple, petit exemple sur le Maroc, sont très très compétitifs. Et font preuve de plus en plus d'ingéniosité dans la structuration, tant sur le taux, sur des allées de grâce. Il y a la notion de boulette qui aujourd'hui rentre de plus en plus dans les discussions. Et donc, les banques aujourd'hui sont très structurées au Maroc et sont des interlocuteurs privilégiés. Euh, dans d'autres géographies, les fonds de dette ont une meilleure flexibilité, pricing, package, sûreté et durée qui font que ils ont un pricing voilà, qui est plus compétitif. Donc, pour te résumer, je pense que tout est une question de, si tu veux, de package et de discussion avec chaque interlocuteur. Je pense que c'est une concurrence qui est saine, dans le Bien sûr. sens où plus on vote capitaux des deux bords pour une même opportunité, plus il y a de l'ingéniosité qui en ressort. Et donc, le client est satisfait. Heu, Maintenant, voilà, tout est une question aussi de besoin et surtout, comme je parlais de secteurs, il y a des secteurs, du type, par exemple, on va rentrer dans le secteur je te donne l'exemple des fruits rouges. Les fruits rouges, on a fait un deal avec Vantage Capital. C'est un business c'est un business en étage. Donc à chaque fois qu'on plante, en fait, l'année d'après, on a le rendement et donc on a le yield qui permet de faire un appel à un service de la dette. Maintenant, tu prends heu, une autre variété qui a besoin, par exemple, de 2 ou 3 ans avant de sortir un fruit. Il faut qu'on parle de 3 années de grâce. Est-ce que c'est la banque ou le fonds de dette qui va le mieux apprécier, ce besoin? Voilà, c'est toute une question de package et de contexte Ok, non, non, mais tu as et répondu. de géographie. Ok, non, non, mais tu as répondu à ma question parce que j'allais te demander aussi en tant que entrepreneur ou en tant que euh, fondateur d'une entreprise, comment un peu je peux jauger? Est-ce que j'ai besoin plus d'un financement bancaire, peut-être financement en capital, peut-être financement en private debt? Donc, ouais, comme tu l'as dit, il faut aussi juger en fonction de la nature du business, de la géographie, aussi du package proposé. Ouais. Et voilà. Nous, je le répète tout le temps à mes clients, moi, mon objectif, c'est pas forcément de faire un deal. Mon objectif, c'est de lui donner le luxe du choix. D'accord. Et dans cet univers de choix, il se peut qu'il y ait aucune des propositions qui sont faites qui sont intéressantes pour lui à une date T. Mais l'essentiel pour nous en tant que conseil, c'est vraiment de donner le luxe du choix au client. D'accord.
Non, non, mais c'est très clair. Et du coup, voilà, en termes de création de valeur, on a parlé un peu plus des aspects financiers. Et en termes, voilà, tu as parlé, quelque chose que tu as mentionné qui était très, très pertinent, c'est également la gouvernance et la relation avec les équipes dirigeantes. Comment aujourd'hui ça se met en place lors d'un deal? C'est que c'est quelque chose sur lesquels les fonds d'investissement sont très, 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 très regardantes. Voilà, avec souvent pas mal d'entretiens entre les fonds d'investissement et les équipes dirigeantes des entreprises. Comment ça se met en place? Comment toi aussi tu accompagnes tes clients dans ce type de choses? Écoute, c'est très important parce que institutionnaliser une entreprise, c'est aussi dissocier le fondateur de son entreprise. Ok. Et l'idée, ce n'est pas de dissocier c'est-à-dire que c'est pas dans les décisions. C'est éviter que l'entreprise devienne, si tu veux, une sorte de one-man show. Et donc, la gouvernance est importante parce qu'elle permet de ramener une perspective différente, une hauteur de vue. Et donc, c'est pour, je pense, dans une optique de création de valeur. Il est important qu'un entrepreneur qui a la tête dans le guidon au quotidien puisse avoir des vues différentes, puisse avoir, si tu veux, des comptes à rendre. C'est important parce que ça permet de fixer des objectifs et de juger des objectifs atteints. Il y a un troisième aspect qui est la notion d'administrateur indépendant, qui pour nous, en tout cas chez Majorel Capital, est une notion qu'on essaie de conseiller à nos clients parce que elle permet d'avoir vraiment une vue qui est objective et ne remplit pas un intérêt économique ou un agenda soit de sortie, soit de décisionnel, etc. Et donc, aujourd'hui, les administrateurs indépendants aujourd'hui deviennent market practice et sont primordiales dans la création de valeur pour nous. D'accord, d'accord. Non, mais c'est très clair. Et plutôt, peut-être une question assez spécifique, mais tu as parlé tout à l'heure de la différence entre majoritaire et minoritaire. Comment tu gères notamment ces aspects-là en fonction de voilà, si le fonds rentre en tant que majoritaire, s'il est minoritaire, comment ça se passe? J'imagine que c'est assez différent en termes de gouvernance et de relations entre fondateurs et investisseurs. Ouais, exact. Écoute, chaque situation est atypique et chaque situation euh, enfin, est un deal à part entière. Tu sais, un deal, c'est des consensus et des concessions. Et donc, chacune d'entre elles apporte son lot de solutions à des problématiques identifiées. Donc, Majo, Mino, yes, mais ne veut pas dire que pour un entrepreneur donné, il y a une constante dans ses contraintes. Ok, Et je donc, comprends. il y a le cadre général, c'est-à-dire une bonne gouvernance. Il y a les outils de la bonne gouvernance. Et en fonction de ça, on sort les bons outils en fonction de la situation. Ok, non, ouais, j'imagine que chaque transaction est différente et c'est là aussi où vous intervenez un peu spécifiquement pour chaque deal en proposant les bons outils, comme tu disais, en fonction de la situation. Ouais, absolument. De toute façon, c'est des éléments qui sont pris en compte si tu veux, toute la documentation juridique et on accompagne dans cette phase-là. Alors, nous ne sommes pas avocats, mais en tout cas, on a des vues business sur la documentation juridique pour la bonne conduite parce qu'il n'y a rien de pire que closer un deal et que 3 mois après, ton client t'appelle pour te dire si c'est la pire décision que j'ai faite. Ouais, ouais, non, non, je comprends. Et enfin, voilà, le dernier point d'un deal, c'est un peu la sortie, l'exit. Voilà, aujourd'hui, quel type d'exit sont privilégiés par les fonds d'investissement? J'imagine qu'il y a aussi une contrainte de liquidité pour eux, euh, Ouais. et donc de timing. Donc, comment ça se gère? Écoute, je pense que les fonds sont assez pragmatiques et opportunistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment d'un certain seuil de TRI qui remplit les objectifs, je pense que euh, les discussions peuvent s'ouvrir. Et donc, quand quelqu'un de pertinent, crédible, avec un vrai plan se présente à eux, généralement, ils sont assez ouverts. Aujourd'hui, les types de sorties, écoute, c'est soit un secondaire avec un autre fonds, soit avec un stratégique autre, soit l'introduction en bourse. Et aujourd'hui, enfin, si on fait un zoom géographique, le Maroc aujourd'hui offre des niveaux de valorisation qui sont assez attrayants. Euh,
et, euh, et donc est une porte de sortie qui est privilégiée aujourd'hui par les fonds, compte tenu de ces niveaux de valo. Ok. Et du coup, quelles sont les meilleures méthodes de valorisation si on rentre un peu dans l'aspect quantitatif, compte tenu des dynamiques, on va prendre l'exemple du Maroc, mais compte tenu des dynamiques locales, quelles sont aujourd'hui les méthodes de valorisation qui sont le plus privilégiées? Et est-ce qu'il y a aussi un impact un peu de la hausse des taux sur les multiples? Qu'est-ce que tu as vu, toi, au niveau du Maroc? Ouais. Écoute, nous, je pense que les effets multiples sont liés aux effets liquidité. C'est-à-dire que plus il y a de liquidité disponible, plus il y aura si tu veux, une sorte d'inflation sur les multiples. Euh, Aujourd'hui, les multiples sont à des niveaux qui sont pas inflatés. On est dans la fair value, je pense. C'est dans l'intérêt de tout le monde de bien acheter pour bien sortir. C'est très important parce que tout est lié à ces multiples et que tu ne veux pas vendre dans un bas de cycle et tu ne veux pas acheter dans un haut de cycle avec des multiples inflatés. Euh, Comme tu le sais aussi bien que moi, je pense qu'il n'existe pas une méthode de valo. Mm. Il existe un consensus de méthode de valo et donc le plus important c'est de pouvoir rentrer dans un range et donc je pourrais pas te dire il y a une valo qui est mieux que l'autre. Et je pense c'est un consensus de plusieurs méthodes de valorisation. D'accord. Et après, voilà, enfin, je sais que aujourd'hui, voilà, aussi un peu dans le jargon financier, on a l'habitude de dire qu'au final, on a beau avoir des multiples, des choses assez quantitatives, justifiées, etc. Au final, un deal, c'est deux personnes qui se mettent autour d'une table et un qui négocie et qui décide de quel est le meilleur prix, on va dire, Ouais, pour l'actif. ouais, absolument. C'est ce que je te disais, si tu veux, c'est un consensus et des concessions, si tu veux, de part et d'autre. Ok. Non, mais merci Hassan en tout cas pour tout ça. Pour finir cette interview, pardon, je vais te poser deux dernières questions. Selon toi, quels sont les principaux défis et opportunités pour le private equity en Afrique sur les voilà, cinq prochaines années, compte tenu des dynamiques récentes? Ouais. Écoute, je pense que le principal enjeu, c'est une exit. C'est comment arriver à une taille critique pour pouvoir rendre nos actifs attrayants et liquides. Donc, je pense que ça répond à ta question. Le premier, c'est développer le business, Mm. c'est-à-dire la top line, les l'EBITDA et tous les agrégats financiers inhérents. Améliorer sa gouvernance et trouver le bon exit at the right time. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment le défi majeur des fonds et surtout pour tous les fonds panafricains régionaux, c'est aussi naviguer compte tenu de leurs investisseurs, comment, si tu veux, éduquer sur ce risque perçu. Parce que c'est très important, parce que sinon, at the end of the day, en termes de géographie, qui sont jugées, tu vois, attrayantes et qui répondent à certains fondamentaux, euh, par élimination, il n'en reste pas beaucoup. Entre ceux qui ont un problème géopolitique, ceux qui ont un problème de FX, euh, euh, ceux qui sont dans des régions limitrophes à des zones de guerre, entre ceux qui ont des élections, enfin, je veux dire, Il y a beaucoup de sujets qui rentrent en compte. il ne reste plus grand-chose en termes de pays cibles. Donc, je pense que c'est vraiment éduquer sur les problématiques locales, apprécier et de retranscrire un meilleur risque perçu. Et au-delà de déployer, améliorer, euh, développer et céder. D'accord. Oui, j'imagine que cette éducation, elle doit se faire tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que ce soit au niveau des conseils financiers comme vous, des avocats, des entreprises, des fonds de private equity, des DFI et même voilà, des outils comme Akinia ou même d'autres outils IT dont tu as parlé tout à l'heure, que ça pourra se faire et se développer. Absolument. Non, mais absolument, tu as tout à fait raison. Et enfin, voilà, on a également beaucoup de jeunes étudiants qui nous suivent, qui veulent travailler en finance, qui veulent faire ces métiers d'investisseur en private equity, de banquier d'affaires. Quels sont aujourd'hui les conseils que tu pourrais leur donner pour se lancer dans le secteur financier en Afrique?
Bah, écoute, qu'on a besoin d'eux parce que, sans le savoir, en fait, tout cet écosystème que tu viens de décrire, heu, est primordial, pour créer de la valeur. On a besoin de capital humain, on a besoin de remplir tous les chaînons de la chaîne de tous les jalons de la chaîne de valeur qui nous manquent. On a besoin de conseillers financiers, on a besoin de gens qui ont besoin de travailler dans des fonds d'investissement, dans les relations investisseurs, on a besoin d'avocats. Tout cela permet de structurer, et en tout cas mettre en place les si tu veux les, hem, les f tu vois, tous les fondamentaux, d'une économie stable, et c'est les fondations du développement économique de nos pays. On a donc moi j'invite à tous ceux, tu vois, de toute la diaspora africaine qui a comme ambition de revenir au Maroc ou dans leurs pays locaux, de le faire parce qu'il y a tout à faire, il y a beaucoup de valeur à créer, beaucoup de valeur à générer et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, rigueur, constance et résilience et on va y arriver. Bah, merci beaucoup en tout cas Hassan pour cette interview. C'était vraiment très, très enrichissant. Merci aussi à, voilà, l'équipe de Majorel Capital pour le travail qu'ils font, on va dire, au Maroc et dans la zone Afrique francophone. Donc, voilà, c'était un plaisir de te recevoir. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour, tes questions et ouais, on se tient au courant. Merci beaucoup Hassan. Salut, thanks, merci. Merci.